Il y en a 9. Moi, je ne vois pas les. Ah ouais. Je peux rapprocher l'ordinateur. Non, mais je sais ce que je veux dire, mais c'est pour s'oublier. Non, Ouais. Ok. Quand oui, je peux parler, je pourrais me retirer. Tout le monde. Spécifiquement, ça, c'est intéressant. Bonjour à tous. On va attendre quelques instants. Les participants sont en train de se connecter. Donc, on va démarrer dans 2 minutes. Bonjour, je me présente au nom d'IBB, donc je suis Jean-François Delhomme, administrateur d'IBB et je représente les consommateurs. Donc, bienvenue à ce webinaire qui va vous présenter une étude sur les consommateurs bretons et notamment les consommateurs bio, évidemment. Donc, IBB et Interbio Bretagne, pour les auditeurs qui ne nous connaissent pas, nous sommes une association à caractère professionnel qui rassemble des transformateurs, des distributeurs, des consommateurs et également des producteurs, notamment par leur chambre consulaire. On a des représentants de la chambre d'agriculture dans notre conseil d'administration. Et donc, notre mission, c'est de promouvoir la consommation et l'alimentation bio. Et donc, nous sommes financés en particulier par le ministère de l'Agriculture à travers la Direction régionale de l'agriculture, la DRAF bretonne, et principalement par la région, et bien sûr nos adhérents par leurs cotisations. Bonjour à tous, merci Jean-François. Du coup, ce matin, on va vous présenter l'étude consommateur. Donc moi, je suis Goulven Wallis, je suis coordinateur filière et études à IBB. Mon rôle, c'est notamment de produire des chiffres sur les filières bio, accompagner les filières bio, également les porteurs de projets, également réaliser des études sur la bio en Bretagne, donc les études qu'on va vous présenter ce matin. Et je vais laisser ma binôme se présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Noémie Besserve, je suis chargée de mission et animatrice sur les filières bio en Bretagne. J'accompagne des groupes de travail ainsi que des porteurs de projets et je participe également à la réalisation des études, notamment l'étude consommateur. Je suis également coordinatrice de la recherche en agriculture biologique via le dispositif que Interbio Bretagne coordonne, la CIRAB. Ok, merci Noémie. Donc du coup, on va démarrer. Alors, pourquoi on a fait cette étude conso? Parce qu'on avait besoin de chiffres sur la Bretagne, sur le consommateur breton. Et le cadre de cette étude, c'est l'Observatoire de la préparation et la distribution bio en Bretagne. Alors, en termes de méthodologie, en fait, on s'appuie sur une convention qu'on a avec l'agence bio. Donc, on récupère l'ensemble des données notification bio en Bretagne. Donc, du coup, on les traite et on les analyse. Donc, on analyse la partie aval de la bio. Donc, du coup, l'observatoire production, c'est la FRAP Bretagne qui s'en occupe. Nous, on s'occupe de l'observatoire aval, donc tout ce qui est transformation, distribution des produits bio. Alors, du coup, on est à notre 15e observatoire. Hein, ça fait le 15e observatoire qu'on a analysé et préparé.
Donc, on suit l'évolution des filières bio en Bretagne depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant. Et on regarde en fait dans quel secteur d'activité les entreprises se créent, dans quelles activités en fait on peut voir des arrêts de certification. Donc l'objectif de l'Observatoire, c'est d'informer les acteurs de la bio en Bretagne sur les évolutions des filières, d'informer également nos financeurs sur la santé des filières bio. L'Observatoire nous sert aussi en interne pour le conseil d'administration, pour avoir des chiffres clés, et ça nous sert également pour l'accompagnement des porteurs de projets et également pour le sourcing pour la restauration collective, mais aussi le sourcing d'opérateurs qui cherchent des partenaires ou des entreprises pour se développer. Donc voilà les objectifs principaux de l'Observatoire. Et donc du coup, l'étude consommation s'intègre dans cet observatoire. Donc en sachant que dans cet observatoire, il y a plusieurs choses de réaliser. Donc tous les 2 ans, il y a l'Observatoire Aval. Et tous les 2 ans, en parallèle de l'Observatoire Aval, on organise également une étude spécifique sur les magasins bio. Donc on enquête l'ensemble des magasins bio bretons et on fait une restitution en fait, auprès d'eux et auprès des adhérents tous les 2 ans pour en fait connaître la perception et puis le développement des chiffres d'affaires bio en Bretagne. Et juste pour vous donner un exemple de données qu'on peut récupérer, c'est l'analyse des chiffres d'affaires bio des entreprises en Bretagne, donc du coup de savoir comment ça évolue dans le temps. Et vous voyez sur ce graphique-là qui n'est pas très clair, mais on voit en rouge un camembert. En fait, c'était les chiffres d'affaires qui étaient en baisse sur la période du premier trimestre 2022. Et on voit que lorsqu'on a refait l'étude l'année dernière, au premier trimestre 2024, on avait des augmentations de chiffre d'affaires. Donc ça corrobore les données au niveau du marché national. Et ça montre aussi aux consommateurs bio les lieux de vente en fait, des produits bio, en sachant que la région Bretagne a une spécificité. On a un nombre de magasins bio par habitant qui doit être le deuxième en France par rapport aux autres régions. Donc voilà au niveau des données qu'on va récolter auprès de l'enquête magasin. Maintenant, je vais vous présenter en fait les chiffres clés de l'Observatoire Aval. Donc du coup, en termes du nombre d'entreprises en bio en Bretagne, en rajoutant les fermes bio en fait en Bretagne, donc on a 4200 fermes bio en Bretagne aujourd'hui, on a plus de 900 préparateurs, on a plus de 300 distributeurs grossistes et on a 416 grandes surfaces alimentaires qui proposent des produits bio et on a également 274 distributeurs détaillants. Alors ces opérateurs, en fait, la grande surface, aujourd'hui, on a plus de 800 grandes surfaces en Bretagne qui proposent des produits bio. Là, aujourd'hui, sur ce graphique, en fait, ce sont les opérateurs qui sont certifiés bio. Donc, du coup, les grandes surfaces qui sont là, présentées, elles ont soit un terminal de cuisson, donc elles font du pain, ou soit elles ont un rayon vrac de céréales ou un rayon vrac en légumes. Donc, elles ont une obligation de se faire certifier. Donc, elles apparaissent dans l'observatoire. Donc, à peu près la moitié des grandes surfaces sont présentes ici. Les distributeurs détaillants, donc du coup, il y en a plusieurs types. Donc ça, c'est par rapport à l'offre disponible sur le territoire. On va retrouver les magasins bio, mais on va retrouver également en fait d'autres types de détaillants. Je rentrerai dans le détail tout à l'heure. En termes de distributeurs grossistes, on a une typologie d'acteurs qui est un peu plus large que distributeur grossiste. On a également dans distributeur grossiste l'ensemble des OP de producteurs qui collectent des légumes ou d'autres produits. On a également les coopératives en distributeur grossiste et tout ce qui est intermédiaire de commerce. Donc, on va trouver les logisticiens, donc plus ou moins spécialisés, des logisticiens spécialisés sur une filière ou généralistes. Alors maintenant, sur l'évolution des opérateurs bio en Bretagne depuis 2007, qu'on les suit, donc sans les GMS, que les GMS, on les a sortis de l'analyse, parce qu'en fait, il y a une variation très importante du nombre de GMS d'une année sur l'autre. Notamment, c'est les arrêts des terminaux de cuisson d'une année sur l'autre en fonction des enseignes. Donc, du coup, ça fausse un peu l'analyse. Donc, on les a enlevés. Et donc, du coup, lorsqu'on regarde la dynamique de création des entreprises bio bretonnes, vous voyez qu'en fait, il y a une forte progression jusqu'à 2020. Et après 2020, au moment de la crise de 2022, on a une diminution très nette du nombre d'opérateurs, notamment du nombre de préparateurs. Donc les préparateurs, ça recouvre des collecteurs, des conditionneurs, des moulins, des laiteries, des entreprises agroalimentaires, des PME, des TPE, des petites entreprises,
des artisans, commerçants sont présents dans cet échantillon. On suit également l'ensemble des magasins, les détaillants bio. Donc les détaillants, c'est l'ensemble des distributeurs détaillants qui ne sont pas des GMS, donc qui ont une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés. Et on suit l'ensemble des intermédiaires de commerce et grossistes. Donc on voyait une petite progression et un ralentissement également pendant la crise entre 2022 et 2024. Et là, on voit depuis un an que le nombre d'opérateurs repart à la hausse et c'est plutôt encourageant pour les filières bio et pour le marché de la bio euh, d'avoir un nombre d'opérateurs qui commence à réaugmenter. Alors pour rentrer dans le détail maintenant par rapport à la disponibilité des produits, on a donc des acteurs de la bio par filière. Donc du coup, en termes de, lorsqu'on reçoit le fichier de l'agence bio des notifications de l'ensemble des opérateurs bio, nous, on l'étudie et on reclasse par filière, parce que l'objectif, c'est de revenir à la source en fait, de la production. Donc du coup, on reclasse les acteurs par filière. Et donc vous voyez en fait la dynamique entre 2023 et 2024 et 2021 et 2022. Donc on fait une comparaison du nombre d'opérateurs par secteur d'activité. Et vous voyez qu'en fait, il y a des variations importantes. Il y a des variations positives pour certains acteurs et négatives pour d'autres. Alors, il y a des secteurs qui sont en stagnation. Les filières œufs et ovoproduits, c'est le nombre d'opérateurs est stable. Le nombre dans la filière fruits et légumes, mais également les opérateurs sont stables. Il y a pas beaucoup d'augmentation. Et dans la filière produits de la mer, c'est stable. Alors là où on voit des augmentations, c'est sur les fournisseurs de biens. Donc les fournisseurs de biens, c'est plutôt ce qui intervient en aval des filières, donc tout ce qui est semences et plants, alimentation animale. Il y a du stockage également dans les fournisseurs de biens. On a une petite progression sur le secteur de la viande, viande et produits carnés. Donc là, on va retrouver des abattoirs, des ateliers de découpe, des transporteurs d'animaux. Par contre, en boucherie-charcuterie, donc les détaillants, là, on a une forte diminution, notamment avec des rayons des boucheries qui ont fermé dans certains magasins bio. Et donc, du coup, on voit une baisse du nombre de bouchers, ce qui remet en question certains équilibres matières dans la filière viande, où l'ensemble des bouchers, euh, on est dépendant plus de la GMS que par le passé. Alors, je ne vais pas rentrer sur l'ensemble, analyser l'ensemble des filières, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais vous voyez que sur les céréales d'alimentation humaine, on voit aussi une augmentation importante. Donc là, on va retrouver les moulins, les crêperies, les opérateurs aussi qui transforment donc du coup des céréales pour l'alimentation humaine, donc les brasseurs. Donc c'est là qu'on voit l'augmentation des acteurs. Alors maintenant, pour entrer un peu dans le détail des arrêts aussi, parce que c'est bien aussi d'analyser en fait dans quelle filière les opérateurs ont arrêté et quel type d'arrêt en fait on peut retrouver sur le territoire breton. Donc vous voyez ce qui sort de ce graphique, c'est les boulangeries. Donc il y a eu 26 arrêts de boulangerie. Alors tous les ans, on retrouve un nombre d'arrêts assez important. Alors ce ne sont pas des arrêts administratifs, ni des dépôts de bilan, ni des radiations du RCS. Ce sont essentiellement des arrêts de certification bio. C'est-à-dire que les entreprises, elles avaient un chiffre d'affaires bio faible. En fait, c'est souvent des boulangeries mixtes. Et donc, du coup, elles font le choix d'arrêter à la bio parce que leur chiffre d'affaires est peu important en bio. Donc, c'est pas la même analyse que quand c'est un dépôt de bilan. Euh, donc là, c'est un arrêt de certification. Et on voit dans la filière fruits et légumes aussi des arrêts, une dizaine d'arrêts. Et là, c'est essentiellement des grossistes de fruits et légumes qui ont arrêté. Donc, les intermédiaires de commerce en fruits et légumes qui ont arrêté. Euh, voilà, c'est ce qu'on peut faire comme analyse des principales tendances au niveau des arrêts. Maintenant, au niveau des nouveaux opérateurs, donc c'est intéressant de regarder dans quel secteur il y a des nouvelles certifications, donc soit des entreprises qui se créent en bio, ou soit des entreprises conventionnelles qui créent une gamme en bio. Donc essentiellement, 60% des créations, ce sont des préparateurs. Euh, Ensuite, on retrouve les distributeurs détaillants. Donc, du coup, il y a eu notamment de la création de ventes en ligne depuis 2 ans. On va retrouver des grandes surfaces qui se certifient en bio et des distributeurs grossistes également pour 10% des nouveaux opérateurs. Alors maintenant, quand on rentre un peu dans le détail des nouveaux opérateurs, en fait, on les classe par filière, donc du coup, ou par secteur.
et ensuite par type d'opérateur. Donc, on croise là deux données, donc là, les secteurs d'activité et puis leur spécificité, s'ils sont préparateurs, distributeurs ou grossistes. Alors, ce qu'on voit là apparaître, donc les multiproduits, c'est essentiellement des distributeurs, hein. Donc, il y a un petit peu de distributeurs grossistes également, un tout petit peu de préparateurs. Donc, les préparateurs, c'est là qui vont transformer on va retrouver les acteurs qui font des plats préparés en multiproduits. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas les classer dans une filière en particulier parce qu'en fait, ils transforment des produits de plusieurs filières. Alors, ce qu'on peut voir, c'est, on revoit tout de suite les boulangeries qui apparaissent, donc 40 nouvelles boulangeries. On voit aussi le secteur des boissons qui se distingue, une quinzaine de créations, et dans ces créations, en regardant dans le détail, il y a une dizaine de brasseries euh, qui ont été créées depuis 2 ans, donc des brasseries bio qui ont été créées. Voilà ce qu'on peut dire de ce graphique. Maintenant, sur le solde nouveau arrêt, donc du coup, ça c'était important à vous montrer parce qu'en fait, en termes de boulangerie, effectivement, il y a des créations, mais il y a aussi des fermetures. Donc du coup, le solde est positif, mais on a quand même une variation des boulangeries qui est importante d'une année sur l'autre. Dans le secteur des multiproduits aussi, ça varie. Donc on a des nouveaux acteurs et donc le solde est plutôt positif. Mais vous voyez que sur certaines filières, en fait, le solde est négatif. Donc le solde est négatif sur les fruits et légumes, comme je disais tout à l'heure. Et dans les autres produits, on va trouver des condiments alimentaires, des filières non alimentaires également, des opérateurs chanvre et textiles qui ont arrêté. Euh, donc voilà un peu le solde arrêt nouveau. En termes donc maintenant par rapport aux lieux de vente, ce qui va nous intéresser par rapport à l'étude conso, c'est la typologie des distributeurs détaillants en Bretagne. Vous voyez que 42% des distributeurs détaillants sont des magasins bio. Et lorsqu'on fait notre enquête magasins bio, on n'étudie pas uniquement les 42% des magasins bio, on étudie également les épiceries fines, les magasins en vrac. Euh, on n'étudie pas les supérettes en GMS. Du coup, les supérettes, donc ça, c'est des surfaces de vente qui ont moins de 300 mètres carrés, parce que c'est plus des GMS, donc c'est des supérettes. Donc on va trouver des utiles, des Carrefour Market dans cet échantillon. Et sinon, il y a d'autres distributeurs détaillants, des fromageries, des jardineries, des caves, des primeurs, de la vente en ligne. Il y a quelques magasins de producteurs qui sont sous statut autre que agricole. Donc, du coup, on les voit en fait dans autres distributeurs détaillants. Donc, ça, c'est les lieux de vente hors GMS qu'on va retrouver en Bretagne. Alors maintenant, lorsqu'on étudie les distributeurs GMS, grandes et moyennes surfaces en Bretagne, par enseigne, on voit qu'il y a des enseignes qui sont plus présentes que d'autres. Donc du coup, l'enseigne la plus présente en Bretagne, c'est Carrefour, avec 32% des grandes surfaces qui sont certifiées bio. Ensuite, on a le réseau Intermarché avec 29%, et le troisième, c'est le réseau Super U avec 24%. Et lorsqu'on regarde la taille de ces enseignes, en fait, 62% d'entre elles, ce sont des supermarchés et 32% des hypermarchés. En général, en fait, en France et en Bretagne, les hypermarchés ont plutôt tendance à perdre en fait, des consommateurs. Et c'est plutôt les dynamiques qu'on voit au niveau de la consommation bio en GMS, c'est plutôt chez les supermarchés qu'on peut les voir. Donc maintenant, on va passer à notre étude conso. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Noémie qui va enchaîner pour faire le focus sur l'étude consommation qu'on a réalisée au mois de mars de cette année. Merci Goulben pour les présentations de l'Observatoire Aval. Donc pour vous remettre un peu de contexte dans la réalisation de cette étude consommateur, on l'a réalisée afin de comprendre les tendances de consommation propres à la région, puisque l'agence Bio sort tous les ans un baromètre de consommation à l'échelle nationale, mais qui n'est pas représentatif de chacune des régions. Et donc on s'est interrogé, nous, sur les consommations propres à la Bretagne. Et donc l'objectif, c'était aussi d'étudier les profils de ces consommateurs, leurs habitudes, et essayer d'en tirer quelques perspectives de consommation pour les années à venir. Et à noter que donc l'agence Bio, au vu des résultats, c'est une étude faite également en Hauts-de-France, et au vu des résultats de cette étude-là, l'agence Bio a décidé de régionaliser les données à partir de l'année prochaine, avec un panel beaucoup plus grand et représentatif de chacune des régions. Donc l'étude pourra être conduite via les données de l'agence Bio à partir de 2026.
Donc pour la méthode, on a travaillé avec un prestataire d'enquête TMO sur l'élaboration d'un questionnaire d'une trentaine de questions à envoyer à un panel de Bretons. Donc au total, 802 personnes ont été interrogées et on s'est basé sur les questions du panorama de l'agence bio et de l'étude qui avait été menée en Hauts-de-France aussi pour des questions un peu plus régionales. Ensuite, le bureau d'études s'est chargé de distribuer l'enquête en avril 2025 et nous a redonné les données sous forme d'une base de données que nous avons analysée depuis. Et donc, en ce qui concerne la présentation de l'échantillon, donc, comme je vous l'ai dit, il y a un total de 802 personnes qui ont été interrogées. Vous retrouvez ici un bref tableau qui représente la proportion d'hommes-femmes ainsi que des départements et des âges, donc avec les pourcentages et le pourcentage cible qui correspond à la représentativité. Donc, les pourcentages obtenus sont très proches des pourcentages cibles, ce qui permet de confirmer la représentativité de notre échantillon. Et la base a été également pondérée pour vraiment avoir les données correspondantes. Donc, on va vous commencer par vous présenter un peu l'état actuel de la consommation, ensuite quelques freins identifiés et les leviers pour le développement de la consommation bio. Et je redonnerai la parole à Goulven pour la présentation des perspectives ainsi que un tour d'horizon du marché bio actuel. Donc, en ce qui concerne la consommation des produits bio en Bretagne, sur notre échantillon de 802 personnes, au total, 701 consomment des produits bio au moins une fois dans l'année et 101 personnes ne consomment jamais de produits bio. Donc, on s'est intéressé à quel est le profil de ces non-consommateurs. Donc, on peut voir selon différents critères, mais au niveau des âges, que c'est assez diversifié selon les âges et que ce sont plutôt les actifs, en fait, 25-34 ans et les 50-64 ans qui consomment jamais de produits bio, avec 7,2% et 14,5% respectivement. En ce qui concerne la répartition par département, c'est dans le Morbihan qu'on retrouve le moins de consommation de bio, avec 16% de ceux qui ne consomment jamais de produits bio qui sont originaires donc du 56. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que en termes de diplôme, là, c'est assez discriminant puisque les personnes diplômées à partir du bac+2 jusqu'au bac+5 sont plutôt des consommateurs en fait de produits bio. Et ceux qui ne consomment jamais de produits bio sont plutôt des personnes sans diplôme ou avec un baccalauréat. À l'inverse, sur les revenus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le critère le plus déterminant sur la consommation de produits bio ou non. On va voir qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte dans le revenu, mais sur la consommation de produits bio, c'est pas le critère le plus discriminant. Et donc, si on s'intéresse justement à la fréquence de consommation, vous avez le graphique à gauche avec 13,7% donc des Bretons qui ne consomment jamais de produits bio et un total de 86% à peu près de Bretons qui consomment des produits bio, ce qui est plus élevé qu'au national, puisqu'au national, c'est 80% des personnes qui consomment des produits bio. Et on a également une plus forte fréquence puisque il y a près de 40% des personnes qui consomment des produits bio de façon hebdomadaire, donc toutes les semaines, et même 16,4% qui consomment des produits bio tous les jours, alors qu'à l'échelle nationale, c'est plutôt 30% de façon hebdomadaire, dont 7 ou 8% de façon quotidienne. Donc on a en Bretagne une fréquence plus élevée qu'au national. Et on a essayé de croiser donc cette fréquence en fonction de différents critères et toujours de recouper avec le national pour voir s'il y avait des différences. Et en effet, en fonction de l'âge, donc là sur le graphique de gauche, c'est bien en Bretagne et le graphique de droite à l'échelle nationale. Et donc, sur les cases vertes tous les jours, on peut voir que les personnes âgées de 65 ans et plus ont une forte consommation quotidienne, avec 25% d'entre eux qui consomment des produits bio tous les jours, alors que à l'échelle nationale, il y a moins de significativité et d'écart sur l'âge.
Et on retrouve encore une fois donc dans la consommation hebdomadaire, pour le coup avec un peu moins de consommation hebdomadaire chez les 25-34 ans et les 50-64 ans, ce qui ne se distinguait pas du tout à l'échelle nationale. Là encore, au niveau du diplôme, il y a des grosses différences avec une consommation croissante, qu'elle soit quotidienne, enfin plutôt quotidienne, euh, pour les bac+2, bac+3, bac+4. En revanche, sur la consommation hebdomadaire, on voit que le diplôme impacte peu, à part les personnes sans diplôme qui, elles, sont un peu plus en recul sur la consommation. Voilà, les personnes qui ont un baccalauréat ou un CAP consomment pour 45% d'entre eux, ou 40%, au moins une fois par semaine, ce qui est l'équivalent des autres diplômes. Donc la différence se ferait plutôt sur la consommation quotidienne plutôt que sur la consommation hebdomadaire. Et on retrouve aussi cela donc, au niveau national avec un gradient de consommation en fonction du diplôme. Et si on s'intéresse aux revenus mensuels, alors c'était intéressant puisque dans l'étude de l'agence Bio, ils se sont arrêtés à 2500 euros par mois. Et nous, donc, ce sont bien les revenus mensuels par foyer, pas par individu. Et en fait, on voit que effectivement, il y a une augmentation de la fréquence de consommation, qu'elle soit quotidienne et hebdomadaire, jusqu'à un certain point, jusqu'à 4 à 6 000 euros par mois par foyer. Et en fait, on se rend compte que les personnes qui ont un fort pouvoir d'achat, donc plus de 6 000 euros par mois, ne consomment pas forcément des produits bio quotidiennement. 60% d'entre eux consomment quand même des produits bio de façon hebdomadaire, donc ce sont des forts consommateurs bio, mais ce ne sont pas des consommateurs bio quotidiens. Et donc cet écart, on le voit qu'à partir d'un certain seuil, puisqu'avant, c'est vraiment gradient. Et on peut voir que, au final, ceux qui ont moins de 2000 euros consomment aussi assez fréquemment des produits bio, puisque eux, 40% d'entre eux consomment des produits bio toutes les semaines, et ils sont même plus nombreux que ceux qui ont un fort pouvoir d'achat dans la consommation quotidienne. On s'est ensuite intéressé aussi au début de consommation de ces consommateurs de produits bio. Et en fait, en Bretagne, on remarque que la consommation chez près de 50% des consommateurs a commencé depuis le Covid, depuis 2020, puisque 27% d'entre eux ont commencé il y a 4 à 5 ans et 24% d'entre eux ont commencé il y a 2 à 3 ans. Donc en fait, pendant la crise de la bio, et c'est un résultat qui nous a assez étonnés. Et en fait, il est probable que la crise de la bio ait impacté les nouveaux consommateurs, il y a très peu de consommateurs récents, voilà, 4 ou 7% de un an ou moins, mais que les consommateurs qui ont commencé à consommer bio pendant la période Covid ont continué. Après, on va également voir que au niveau du panier, c'est peut-être là aussi où il y a un décrochage pendant ces années-là avec la crise de la bio. Mais en tout cas, en termes de consommateurs, de nombre de consommateurs, c'est surtout à cette période-là. Et on voit quand même que les personnes qui consomment des produits bio depuis une dizaine d'années sont assez représentées, puisque ouais, à elles seules, elles font un tiers des consommateurs en Bretagne. C'est aussi des tendances qu'on retrouve à l'échelle nationale. On a corrélé maintenant la fréquence de consommation avec cette ancienneté de consommateurs, et on voit que il y a une forte corrélation, puisque les plus anciens consommateurs de produits bio sont ceux qui consomment le plus de produits bio en termes de fréquence. Donc tous les jours pour 40% d'entre eux à partir de 10 ans et plus d'ancienneté, et aussi fortement au moins une fois par semaine. À l'inverse, les consommateurs plus occasionnels, donc ceux qui consomment des produits bio une fois par mois, voire moins, se retrouvent plutôt sur l'aspect récent de leur consommation, avec les moins d'un an qui sont fortement représentés dans cette consommation occasionnelle. Et ça nous a amené à nous poser la question aussi sur le profil des néo-consommateurs, donc de ces consommateurs qui ont un an ou moins. Et donc, on a regardé que 21% des 18-24 ans
sont des néo-consommateurs, donc plutôt des jeunes. Pour le département, c'est les Côtes-d'Armor qui représentent le plus de néo-consommateurs au sein de leur population. Et également, c'était un petit peu la surprise aussi, 18% de ceux qui n'ont pas de diplôme ont commencé à consommer des produits bio il y a 1 an ou moins. Donc c'est un chiffre assez élevé par rapport aux autres grilles de diplôme. Et ça veut peut-être dire aussi que, ils se sentent davantage inclus ou qu'ils sont davantage accès à l'information pour aller vers ce segment-là. En ce qui concerne la profession, il y avait le même chiffre de consommateurs, enfin de néo-consommateurs chez les employés que chez les artisans, commerçants et chefs d'entreprise. Et ça correspond aussi au national pour le coup, cette donnée. Et en ce qui concerne le revenu, la tranche qui possède le plus de néo-consommateurs sont ceux qui ont un revenu entre 2 et 3 000 euros par foyer. Je vois une main levée. On prendra les questions à la fin du webinaire quand toutes les données seront présentées. Donc, pensez bien à noter vos questions. On aura un temps d'échange de prévu. Et pour continuer avec le panier bio, comme je le disais, pour le coup, quand on s'intéresse à la composition du panier breton et à la part du bio dans ce panier, voilà, pour 60% des Bretons, des Bretons qui consomment des produits bio, ça représente une minorité de leurs achats. Et seulement 18% accordent la moitié de leurs achats au bio dans leur panier. On a ensuite mis en parallèle ceci pour le coup avec le revenu mensuel et là on a aperçu des fortes différences puisque les personnes qui ont moins de 2 000 euros par mois sont dans la tendance avec 63% d'entre eux qui accordent une minorité de leurs achats, tandis que ceux qui ont plus de 6 000 euros par mois représentent pour 40% d'entre eux, ça représente la moitié de leurs achats. Donc ici on a une forte différence dans la composition du panier. Et donc, le revenu impacte directement la proportion de bio dans le panier général. On a également fait ce graphique avec les autres tranches de revenus et on voit effectivement que la proportion minorité des achats se réduit au fur et à mesure que le revenu augmente. Et chose également assez intéressante, c'est que les revenus entre 4 à 6 000 euros par mois consomment pour 6% d'entre eux la totalité ou presque de leurs achats. Et c'est le seul revenu qui a ce chiffre qui est supérieur à 2%. Donc la totalité des achats en bio, c'est plutôt quelque chose de rare et donc uniquement dans cette tranche de revenus. Ensuite, on s'est également intéressé à ce panier bio selon le département. Et on peut voir que le Finistère est le département qui représente le plus de bio dans son panier, puisque pour 21% d'entre eux, ça représente la moitié de leurs achats, et 57% une minorité de leurs achats. Tandis que pour les Côtes-d'Armor, à 63%, ça représente une minorité de leurs achats. Euh, et donc ça peut aussi correspondre avec le fait qu'en Côte-d'Armor, il y a plus de néo-consommateurs et donc peut-être moins de part de bio dans le panier. Euh, on a également mis en corrélation avec la fréquence d'achat et il y a une forte différence entre le panier d'un consommateur quotidien et le panier d'un consommateur occasionnel, puisqu'on peut voir que dans ceux qui consomment très peu de bio, une fois par mois au moins, il y a plus de 90% pour qui ça représente une minorité des achats, pardon, alors que dans les personnes qui consomment des produits bio quotidiennement, il y a vraiment 40% d'entre eux qui accordent la moitié de leurs achats aux produits bio et même 36% la majorité de leurs achats. Cette tendance, on la retrouve également à l'échelle nationale, puisque sur le graphique de droite fait par l'agence bio, on voit que voilà, il y a 26% des consommateurs quotidiens qui accordent plus de 75% de produits bio dans leur panier. Et on s'est également intéressé à la composition de ce panier en termes de produits. Donc les produits les plus consommés en bio sont les fruits et légumes, les œufs et les produits laitiers.
c'était des choses assez surprenantes puisqu'à l'échelle nationale, il y a effectivement les fruits et légumes qui apparaissent en premier, mais les œufs et les produits laitiers sont plutôt derrière avec, pour les produits laitiers, 63% de personnes qui consomment les produits laitiers en bio et 60% de personnes qui consomment les œufs en bio. Donc c'est vraiment des écarts de plus de 20 points. Et ça nous a questionné peut-être sur l'aspect aussi local. En Bretagne, on a un maillage assez important de production, mais également de transformation. Et on a également réalisé des questions sur l'importance du local, qui est assez fort dans la tête des consommateurs. Et donc peut-être que les Bretons se disent qu'il est possible de consommer bio et local. Voilà. Et donc, à l'inverse, le soja et les boissons, les céréales sont moins consommés en bio, mais ça a relativisé avec ce graphique notamment, où on peut voir que les produits à base de soja ont une grande part en violet ici, de personnes qui ne consomment jamais ce type de produit. Donc, effectivement, s'ils ne consomment pas ce type de produit, ils ne peuvent pas le consommer en bio. En revanche, il est quand même intéressant aussi de voir que donc au niveau des fruits et légumes, eh bien, ce sont beaucoup de produits consommés souvent en bio, tout comme les œufs, et ce qui n'est pas forcément le cas des viandes ou du pain, qui eux sont des produits plutôt consommés rarement en bio, voire jamais en bio, avec les couleurs vertes et bleues. Donc ça correspond aux produits du graphique d'avant. On a également posé la question aux consommateurs s'ils avaient modifié leurs habitudes alimentaires au cours des 12 derniers mois. Donc, je rappelle que l'enquête avait été faite au mois d'avril 2025, donc plutôt sur l'année, les habitudes en fait, de consommation sur l'année 2024. Et un tiers d'entre eux ont affirmé avoir modifié leurs habitudes alimentaires. Donc, on a cherché à creuser quelles habitudes ils avaient opté, pour quelles habitudes ils avaient opté. Euh, en fait, c'est plutôt des choses positives, puisque 80% des personnes qui ont changé leurs habitudes alimentaires, c'est pour se tourner davantage vers des produits de saison, pour faire davantage attention à la composition des produits et pour acheter des produits frais, circuit court et limiter les produits importés. À l'inverse, ceux qui ont modifié leurs achats euh, et qui se retrouvent plutôt en bas du classement, c'est plutôt acheter davantage de produits préparés, donc ultra transformés, et acheter davantage de GMS. Bien que la GMS représente toujours une forte part des ventes en bio, ce n'est pas vers ça que les personnes qui ont changé leurs habitudes d'achat sont allées. Ce qui nous a posé question aussi, c'est la reconnaissance des labels, puisqu'on parle beaucoup que le consommateur peut être perdu dans tous les labels qui lui sont exposés. Donc nous avons posé la question aux consommateurs s'ils connaissaient le label et s'ils en avaient confiance ou pas. Et c'est plutôt rassurant, puisque le label AB se retrouve en position numéro 1, avec seulement 3 personnes des gens qui ne le connaissent pas, donc il est très très reconnu et surtout beaucoup de confiance puisque 87% des consommateurs ont confiance en ce label, juste devant Produit en Bretagne. Les 4 labels d'après, ce sont aussi des signes de qualité officielle comme le label AB, donc le label rouge, l'indice géographique protégé, l'appellation d'origine protégée et l'appellation d'origine contrôlée. En revanche, on voit que l'eurofeuille, donc le symbole pour le bio européen, lui n'est pas connu. Enfin, pour 44% d'entre eux, ils ne connaissent pas ce label. Ceux qui le connaissent ont confiance dans ce label quand même, puisqu'il y a seulement 10% des personnes qui ne lui font pas confiance, tout comme les autres en fait, labels. Et donc, ça montre l'importance d'avoir eu ce label quand même français AB, bien que le cahier des charges soit similaire à celui du label européen, puisque ça permet aux consommateurs en fait de mieux identifier les produits bio. Et enfin, on leur a demandé également ce qu'ils pensaient en un mot quand on leur parlait d'agriculture biologique. Et les mots qui reviennent le plus souvent sont quand même sans pesticides, sain et naturel ou nature, environnement. Il y a également le côté cher qui revient et dont on va discuter dans les perspectives. Mais voilà, le top 3, c'est bien quelque chose de naturel, de sain, bon pour la santé. Et
Et ça se recoupe aussi avec ce que les consommateurs pensent à l'échelle nationale, puisqu'on peut voir les mêmes mots qui sont présents à droite, où c'est fait par l'Agence Bio à l'échelle de la France, avec peut-être le mot cher qui est un peu plus cité que le mot sans pesticides, mais globalement, ce sont les mêmes remarques. Et enfin, on s'est donc posé la question chez les non-consommateurs, quels sont les freins de la non-consommation chez ce profil-là. Et effectivement, pour 93% d'entre eux, les produits bio sont trop chers. Donc, c'est ici qu'on revoit ce mot aussi qui a été cité pas mal de fois lors de la question précédente. 76% d'entre eux doutent que les produits soient totalement bio. Donc, il y a un réel effort à faire en termes de sensibilisation et d'accès à l'information sur les contrôles qui sont faits, sur le cahier des charges, etc. Et 68% d'entre eux ne voient pas l'intérêt de consommer bio. Donc là encore, c'est donner de l'accès à l'information et essayer de trouver, de leur donner l'intérêt de consommer des produits bio. Ce sont les mêmes classements qu'on retrouve à l'échelle nationale, mais pas dans la même ordre de grandeur. Alors, ça peut aussi dépendre de la façon dont la question a été posée. Mais voilà, en tout cas, c'est le même, les mêmes critères et les mêmes freins à l'échelle nationale qu'en Bretagne. Et je vais redonner la parole à Goulben. Du coup, pour enchaîner et pour donner un peu des billes par rapport à ce que l'étude en fait peut apporter sur la consommation bio en Bretagne, on a également étudié en fait les perspectives de consommation future qu'apporte l'étude. Et donc, du coup, on a analysé les lieux aussi où les Bretons attendaient plus de produits bio. Et donc, on a un résultat là, qui est un peu surprenant parce qu'en fait, lorsqu'on compare avec les enquêtes nationales, on a des résultats qui sont différents, notamment différents sur les lieux de la restauration collective. Vous voyez qu'en rouge, là, les encadrants rouges, c'est l'enquête nationale. Alors, même si les questions ne sont pas posées tout à fait tout à fait de la même façon, on a quand même un enseignement au niveau national. En fait, il y a une attente forte au niveau de la restauration scolaire, les crèches. euh, qu'on va pas retrouver dans notre étude. Il y a aussi une attente forte au niveau du restaurant interentreprises et des hôpitaux. Alors, ce que nous, on voit sur l'étude en Bretagne, en fait, une attente forte sur les restaurants, en fait, trouver plus de restaurants bio. Effectivement, lorsqu'on qu'on fait l'observatoire des préparateurs, il y a peu de restaurants qui sont certifiés bio. Il y a aussi une raison normative, en fait. Les restaurants bio, en fait, il y a eu un cahier des charges qui est spécifiquement français, qui a changé et donc, du coup, il y a certains opérateurs qui étaient notifiés à l'agence bio et qui doivent être aujourd'hui certifiés. Donc, du coup, il y a un frein réglementaire. En fait, certains restaurants n'ont pas passé le pas. Ils ne sont pas certifiés bio alors qu'ils ont des produits bio dans leur recette. Donc, du coup, on a un certain nombre de traiteurs et de restaurants qui n'apparaissent plus en tant qu'opérateurs bio certifiés à l'agence bio. En tout cas, en fait, c'est une demande des Bretons d'avoir plus de restaurants bio. Il y a une demande aussi en restauration rapide, tout ce qui est food truck, sandwicherie, où effectivement la restauration hors domicile, restauration commerciale, c'est les points de vente où la bio est la moins représentée. Et donc il y a quand même une demande qui est réelle. Et en numéro 3, en Bretagne, pour l'enquête, on a aussi une demande en lien avec la santé, une demande d'avoir plus de produits bio dans les hôpitaux. Alors, effectivement, lorsqu'on analyse la restauration collective, effectivement, c'est dans ce secteur où la part de produits bio est plus faible, donc le lien entre alimentation et santé n'est pas vraiment fait. Effectivement, même si dans certains établissements santé sociaux, il y a une augmentation de la part de produits bio, la part de produits bio reste faible. Elle est inférieure à 10%, même elle est en moyenne en Bretagne et en France inférieure à 5%. Mais bon, ça correspond à, comment, à une demande forte des consommateurs bretons. Maintenant, on a aussi demandé au panel, en fait, aux consommateurs bretons, quelles étaient les raisons pour consommer, les motivations pour consommer plus de produits bio. Et donc, effectivement, là, on va retrouver des éléments qu'on va retrouver au niveau national, mais il y a quand même des spécificités bretonnes. En fait, on voit que la première motivation pour consommer plus de produits bio, les premières raisons pour consommer plus de consommer bio, c'est des raisons qui sont liées à la santé.
Alors, effectivement, je pense que aussi il y a des études comme BioNutrition Santé ou des études qui ont été publiées qui montrent aussi l'intérêt de consommer bio pour la santé. Donc, du coup, ces études ont été diffusées un peu partout en France et en Bretagne. Je sais que nous, l'Interprofession, on a fait des conférences alimentation bio et santé aussi pour diffuser ces données. Alors, effectivement, donc, du coup, c'est pas étonnant de retrouver la santé en choix numéro un. Alors, la deuxième raison pour lesquelles les consommateurs bretons choisissent des produits bio, c'est le goût et la qualité des produits. Donc ça recoupe aussi de ce qu'on peut retrouver au niveau national. La troisième raison, c'est pour des raisons environnementales. Par contre, les raisons éthiques ou sociales et de bien-être animal, en fait, ce sont des raisons qui sont moins citées. Euh, donc on a des spécificités, en fait, même par rapport à d'autres pays, en fait, par rapport à l'Angleterre, on voit que les critères de bien-être animal sont plus forts en Angleterre qu'en France. Et nous, en France, c'est quand même des critères santé qui jouent. Alors, c'est peut-être aussi en lien aussi avec la forte utilisation des pesticides en France et aussi les maladies liées aux pesticides. Donc, voilà les raisons principales pour consommer bio. Euh, Maintenant, sur les leviers pour augmenter la consommation de produits bio. Donc, on a aussi posé la question donc, du coup, lors de l'enquête. Et donc, du coup, sur les incitations pour consommer plus de produits bio chez les Bretons. Donc, du coup, il y a trois éléments qui ressortent. Euh, donc, on a avoir des paniers bio à prix concurrentiel. Donc, du coup, c'est clairement en lien avec les freins à la consommation. Donc, du coup, c'est des éléments qui sont liés au prix, en fait, d'avoir des prix accessibles, des prix bio accessibles. On a aussi des éléments, en fait, sur l'origine des produits. Et également sur la promotion de produits bio en consommation. Donc là, c'est des éléments sur les prix. Et sur l'origine, en fait, enfin, les consommateurs demandent plus de transparence sur l'origine des produits. Donc du coup, là, ça vient en lien avec la présentation précédente sur le lien entre l'alimentation bio et locale. Donc du coup, il y a une demande quand même forte par rapport à ces questions d'origine des produits. Et enfin, il y a un élément aussi qui ressort en fait sur l'enquête, c'est aussi euh, une transparence sur la rémunération des producteurs, donc du coup des critères plutôt éthiques, d'avoir une bio équitable, une bio qui rémunère les producteurs. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent aussi influencer l'augmentation de la consommation des produits bio. Euh, et en fait, on pensait pouvoir notamment analyser, d'avoir des éléments sur le dry. En fait, et le dry, en fait, c'est pas forcément un critère qui va permettre d'augmenter la consommation de produits bio, même si on voit dans le drive, au niveau national, en fait, une surreprésentation, par exemple, des produits laitiers bio chez certaines catégories d'âge, notamment les jeunes parents qui consomment beaucoup de produits laitiers bio en drive. C'est pas une demande générale, en fait, d'avoir du dry, en fait. Pour augmenter la part de produits bio. Il y a un élément aussi qui ressort, c'est d'avoir un peu plus d'informations sur la bio. 21% des répondants ont demandé d'avoir un peu plus d'informations et d'avoir aussi des possibilités d'avoir des dégustations en magasin bio, même si ça existe déjà, peut-être en avoir plus. Euh, et il y a un autre élément sur l'offre, avoir des offres sur des produits habituels qui ne sont pas en vente en bio. Donc je pense que ça, c'est en lien avec d'avoir des produits aussi peut-être innovants, des nouveaux produits qu'on ne trouve pas forcément en bio. Effectivement, il y a des gammes aussi des produits à travailler. Et là, c'est peut-être une réponse en fait une certaine demande des consommateurs. Voilà en termes de levier pour augmenter la consommation des produits bio. Maintenant, sur l'analyse en fait des perspectives, euh, on a du coup des éléments sur l'évolution des achats bio, donc les chantiers entre 2020 2024. Du coup, là, on revient sur qui a consommé bio dans les 12 derniers mois. Donc on voit que la consommation est restée stable pour 56%, mais il y a quand même 29% en termes de volonté de consommer bio en- euh, dans le futur qui se présente, 29% d'augmentation. Et par contre, il y a un élément qui est pas forcément très positif, c'est qu'il y a certains consommateurs bio qui pensent en fait diminuer leur consommation.
On n'a pas tout à fait les mêmes chiffres qu'à l'échelle nationale. Il y a des petites différences qui peuvent s'observer. En termes d'évolution des achats bio et les perspectives d'achat, c'est aussi intéressant de comparer la bio avec la consommation alimentaire générale et aussi le rapport au local. Effectivement, en fait, lorsqu'on regarde ce graphique, on voit que la bio a pu baisser euh, en termes de dépenses par habitant, et donc du coup a plus baissé que même pour le local et que pour le général. Euh, En termes d'augmentation, en fait, 29% d'augmentation en fait, de consommation bio, et on voit que sur le local, l'augmentation est beaucoup plus importante. Les consommateurs souhaitent augmenter leur part de bio sur les produits locaux. Donc, du coup, il faut vraiment faire le lien entre bio et local. Et lorsqu'on a présenté les filières bretonnes tout à l'heure, en fait, on a vu que les filières qui étaient ancrées sur le territoire breton, donc lait, œufs, donc on a des filières qui sont bio et locales en Bretagne. Donc, du coup, ça fait le lien entre bio et local. Et on voit que ces produits-là, fruits et légumes, œufs et produits laitiers, on voit que ce sont les trois premiers produits consommés en Bretagne, et c'est en lien aussi avec des productions qui sont localisées en Bretagne. Donc, du coup, là, ça fait le lien entre bio et local. En termes d'analyse maintenant des achats futurs par profession, donc ça, c'est des éléments qui sont un peu plus difficiles à interpréter. On voit que, donc du coup, en termes au niveau de l'échantillon qu'on a, donc on a déjà les agriculteurs et exploitants agricoles sont moins représentés, donc du coup, c'est pour ça qu'on voit 61% d'entre eux, donc pareil, c'est une case vide. Du coup, on va analyser quand même par rapport à la profession. On voit que les artisans, les agriculteurs et les cadres profession intermédiaires, ce sont les catégories socio-professionnelles qui disent qu'ils vont augmenter leurs achats bio. Donc, pour plus de 30%, enfin autour de 30%. Et on voit sur les catégories, ça recoupe ce qu'on a présenté par rapport à l'échantillon, l'augmentation est plus faible chez les employés et les ouvriers. Euh, et en termes d'évolution de la consommation, on voit aussi en termes de consommation stable dans le futur, on voit que les retraités ça fait partie même si ce sont ceux qui consomment bio, ça fait partie des, des, des bioconsommateurs, on voit quand même une consommation qui reste stable, qui va rester stable dans le futur. Donc 56% d'entre eux ont dit qu'ils n'avaient pas augmenté leur consommation bio. Donc du coup, les retraités, en fait, c'est une catégorie où l'évolution de la consommation de produits bio est faible. Par contre, il y a des catégories en fait, où les évolutions sont plus fortes. Alors, on voit que sur les consommations qui sont stables, elles sont moins stables en fait, chez les ouvriers, mais également sur les sans profession. Donc, il y a des éléments qu'on peut retirer de ce graphique sur la stabilité n'est pas la même d'une profession à l'autre. Euh, voilà ce qu'on pourrait dire. On voit aussi chez les artisans, en fait, euh, c'est difficile à analyser. En fait, c'est eux qui ont annoncé qu'ils allaient diminuer leur consommation, et inversement, c'est également eux qui disent en fait qu'ils vont augmenter leur consommation. Donc, du coup, c'est vrai que c'est graphique et difficile à analyser, mais on peut quand même voir quelques tendances qui se profilent en lien profession, et on va voir aussi par rapport aux revenus pour essayer de compléter ce graphique. Donc sur les achats en lien avec le diplôme, alors effectivement, l'enquête Bionutrient Santé avait ressorti des éléments par rapport au diplôme. C'était pas forcément les riches qui consommaient le plus de produits bio, c'était surtout le niveau de diplôme qui jouait euh, avec le niveau d'information qui est lié. Donc du coup, là, on voit dans ce graphique en fait que le niveau de diplôme joue sur l'augmentation future de la consommation. On voit que les Bac plus 5 ont annoncé qu'ils allaient consommer plus de produits bio pour 35% d'entre eux. Donc du coup, là, il y a quand même un lien enfin, entre plus au niveau du diplôme que du revenu, même si c'est lié, hein. Alors, ce qu'on peut voir également sur ce graphique, c'est que donc, toutes les catégories socio-professionnelles, enfin, tous les diplômes ont annoncé qu'ils allaient augmenter leur part de produits bio. Alors, c'est pas de la même manière. Là où on peut regarder aussi sur
les bacs et les CAP, c'est là où aussi ces catégories de diplômes annoncent qu'ils vont diminuer les produits bio. Donc du coup, effectivement, lorsqu'on analyse et on- on- on cible un certain nombre de consommateurs, et ben, ce genre d'information peut être intéressant. Euh, sur les, sur aussi la stagnation de la consommation, on voit à peu près sur ceux qui restent stables, en fait, c'est à peu près 50% des personnes, quel que soit le diplôme, hein. On voit que les sans diplômes, en fait, euh, sont quand même à part, en fait, parce que il y a 16% d'entre eux qui disent qu'ils vont, qui ont diminué leur part de produits bio, et donc du coup, et qui vont aussi augmenter moins la, la part de produits bio achetés au niveau de leur panier. Une analyse aussi qu'on peut faire, c'est pour essayer de décortiquer un peu qui sont les consommateurs bio en Bretagne. C'est une analyse aussi par âge. Donc du coup, là, on voit des choses apparaître. On voit que là, c'est lié avec la catégorie retraité de tout à l'heure. En fait, on voit que les 65 ans et plus, c'est eux qui sont le plus stables, en fait. Et la consommation bio est restée stable et elle n'a pas forcément vocation à augmenter. Et là où on est un peu plus surpris en fait par rapport à ces résultats, c'est en fait au niveau de la catégorie en fait des jeunes en fait qui disent qu'ils vont augmenter leur part de produits bio. On voit que 39% d'entre eux souhaitent augmenter leur part de produits bio. Et donc du coup, c'est en termes de ciblage aussi euh, des produits bio et aussi des stratégies de marketing. En fait, ce serait aussi intéressant de cibler les jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Euh, et là, c'est là qu'en fait, on a le lien qui n'est pas forcément fait avec le niveau de diplôme. Euh, voilà. Il y a un autre élément aussi qui interroge, en fait, c'est la catégorie des 25-34 ans. C'est-à-dire que c'est eux qui ont déclaré qu'ils vont plutôt, pour 22% d'entre eux, qui ont diminué leur part de produits bio. Et donc, du coup, ça, c'est pas forcément très encourageant. Donc, il faut bien distinguer les différentes catégories d'âge. Et après, quand on regarde les autres segments, enfin, les 35-49 ans et les 50-60 ans, bon, c'est assez similaire en fait en termes de résultats. Mais ça peut nous aider comme à cibler notamment les campagnes de communication sur la bio euh, et aussi pour cibler aussi les jeunes qui sont aussi, bah, c'est aussi l'avenir pour les filières bio. Un élément aussi important, c'est que sur la variabilité, en fait, sur les 25-35 ans, on voit que c'est là où c'est le moins stable, en fait. Donc, du coup, la variabilité de la consommation, c'est aussi souvent les nouveaux consommateurs, une variabilité qui est aussi assez forte, en fait, avec des changements d'avis, des changements de pratiques ou d'attitudes de consommation, ou de pratiques alimentaires, ou d'attitudes consommateurs qui sont beaucoup plus variables chez ces catégories de jeunes. Alors maintenant, c'est aussi intéressant d'analyser en fonction du genre. En fait, on a des éléments au niveau national qui étaient sortis notamment dans l'étude bio-nitrés de santé, où en fait on voyait que les femmes consommaient plus de produits bio que les hommes. Avec un petit biais méthodologique dans bio-nitrés de santé, on a plus de femmes aussi qui sont dans l'échantillon que d'hommes, donc du coup ça fausse un peu l'analyse. Mais en tout cas, en termes de souhait pour consommer plus de bio, on voit que les femmes, en fait, en vert, là, souhaitent augmenter leur part de produits bio. Euh, 28, enfin, quasiment 29% d'entre elles souhaitent augmenter leur part de produits bio dans leur consommation future. Et du coup, chez les hommes, en fait, la consommation est plus stable, hein, pour 52% d'entre eux vont pas forcément faire évoluer leur pratique alimentaire, leur habitude alimentaire. Donc du coup, sur le ciblage, en fait, après, ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt les femmes aussi qui font les courses, malheureusement, hein. Donc du coup, ça aussi, ça joue sur le panier global et sur la part de produits bio achetés dans les ménages bretons. Même si c'est de moins en moins vrai, on voit plus d'hommes à faire des courses, heureusement. Il n'y a pas la parité là-dessus, quoi.
Au-delà du genre, et pour conclure ce webinaire, on souhaitait vous présenter également les tendances de consommation en France et en Bretagne, les derniers chiffres qu'on a de 2024, mais aussi des chiffres de tendance 2025 qui sont sortis notamment dans le cadre de Natexpo, pour aussi avoir une tendance globale de la consommation bio en France et en Bretagne. Donc, une chose qui ressort, en fait, on a passé la crise, les baisses du marché bio 2021-2022. Donc en 2023, on a un marché bio qui stagnait et 2024, on a un marché bio qui augmente de quasiment 1%. Et donc le niveau du marché aujourd'hui, le marché français, c'est 12 milliards, un peu plus de 12 milliards d'euros. Et on va retrouver cet élément sur le panier moyen du consommateur. La part de produits bio consommés en France, elle est autour de 6% aujourd'hui. Alors ça, c'est à mettre en perspective aussi par rapport à nos voisins, à certains pays comme le Danemark ou le nord de l'Europe, où la part de produits bio dans le panier des Français, elle est 6%, et chez nos voisins du nord de l'Europe, elle est plutôt à 12 ou 15%. Donc du coup, on voit aussi les perspectives possibles avec une augmentation de la part du panier moyen, la part de produits bio dans le panier moyen, qui réaugmente en fait depuis un an, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors sur 2024, un élément intéressant, c'est que l'ensemble des circuits de distribution a vu une progression du marché, sauf sur la grande distribution. Donc sur les années 2022-2023, et on a vu la grande distribution qui a déférencé les produits bio de manière assez massive. Et donc, on voit une part de la GMS qui perd des points, hein, quasiment moins 5 points. Et donc, du coup, on avait une GMS il y a 2 ans qui avait plus de 50% du marché et qui est en 2004 qui est tombée à moins de 50% du marché, à 48%. Donc, on voit l'augmentation n'est pas la même d'un circuit à l'autre, une augmentation dans les magasins bio et une augmentation en vente directe, euh, et également chez les artisans commerçants, donc essentiellement les boulangeries, dans les artisans commerçants, boulangeries et artisans fromagers notamment. Des éléments plus spécifiques sur 2025. Maintenant, on a des éléments sur le premier semestre 2025. Donc, c'est l'agence Bio qui a publié ces chiffres il y a quelques semaines avec le bureau d'études ANT International. Donc on voit là, au niveau de la grande distribution, une progression du marché, une faible progression, mais une progression du marché, donc du coup de plus 1,4%. Et on voit également dans les autres circuits de distribution, vente directe et magasins bio notamment, une progression du marché. Chez les artisans, ça progresse moins que l'année dernière, mais on voit plutôt les voyants repassent au vert, c'est-à-dire que sur l'ensemble des circuits de distribution, la bio progresse. Donc, du coup, on va voir un marché bio 2025 qui va sans doute être en augmentation. Alors, peut-être pas de 4%, parce que là, c'est le premier semestre 2025, mais une progression du marché bio qui se confirme. Et donc, du coup, pour aussi revenir à nos moutons et à la Bretagne, on a un petit calcul sur une estimation du marché bio breton. En prenant, du coup, en termes de méthodologie, donc euh, on a pris, nous, une hypothèse de croissance entre 2 et 4% du marché bio en progression sur le marché breton. Et comme on sait que le marché breton pèse entre 5,5 et 6% du marché français, on a une estimation du marché breton entre 700 et 750 millions d'euros pour 2025. Voilà ce qu'on peut dire pour conclure cette présentation. Et du coup, on va maintenant, en fait, avant de prendre des questions, on va prendre des questions. Et ensuite, on passera du coup au témoignage des représentants des consommateurs pour avoir un peu leur opinion par rapport à la présentation de l'étude Conso, leur réaction en fait par rapport à cette étude. Donc du coup, on va laisser du coup les questions arriver. J'ai vu que dans le chat, il y avait des mains levées, donc du coup, on va essayer de répondre à vos questions. Euh, et ensuite, on passera au témoignage des représentants des consommateurs pour un peu réagir par rapport à cette étude conso.
Donc, on va débloquer vos micros. Ou alors les questions, est-ce que vous pouvez poser vos questions dans le chat, en fait? Ou levez la main et on débloquera les micros des personnes qui ont la question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, 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 allez-y. Parfait, très bien. Alors déjà, pour me présenter rapidement, je m'appelle Alban Crofel et je reprends le sujet bio à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et donc, j'ai quelques questions de compréhension des données sur donc, quelques points que j'ai notés. Est-ce que vous pouvez remettre peut-être votre partage d'écran? Oui. J'ai une question sur la diapo 25. Merci. 25, oui. Oui, en fait, je me demandais la significativité des pourcentages. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, 21% des 18-24 ans sont des néo-consommateurs ou que 21% des néo-consommateurs sont des gens entre 18 et 24 ans? C'est 21% des 18-24 ans qui consomment des produits bio, qui en consomment depuis 1 an ou moins. Ok, donc Et c'est donc ni l'un ni l'autre de ce c'est, que j'ai dit, quoi. c'est par exemple sur les autres tranches d'âge, les néo-consommateurs sont beaucoup moins nombreux. Sur les 65 et plus, on va être à 3% des 65 et plus qui sont néo-consommateurs. Donc ici, on vous a présenté uniquement les tranches à chaque fois qui présentent le plus de néo-consommateurs au sein de leur catégorie. Ok, d'accord. Donc, si je répète, ça veut dire que parmi les néo-consommateurs de 18 non, parmi les consommateurs de bio de 18 à 24 ans, 21% d'entre eux sont des néo-consommateurs. C'est ça. Ok, d'accord. Ensuite, j'ai une question sur la diapo 39, pardon. Alors, du coup, Ouais. Et, et donc, je me demandais, on voit quand même des écarts qui sont vraiment très importants entre la Bretagne et la France. Est-ce que ça s'expliquerait pas peut-être aussi par le panel des personnes qui répondent à cette question-là? Est-ce que c'est vraiment les mêmes profils ou est-ce que, bah, par exemple, au niveau France, est-ce que ce ne serait pas uniquement les consommateurs qui consomment déjà du bio qui ont répondu à cette question et peut-être pas l'ensemble? non, en fait, en termes de, c'est vrai qu'il y a des différences assez significatives. C'est aussi la manière dont ça a été posé les questions. C'est-à-dire qu'en fait, dans le panel de l'agent bio, il y a un peu plus de 1000 répondants. Nous, on en a 800. Effectivement, on n'a pas posé les questions de la même manière. Et en fait, l'agent bio aussi a des questions spécifiques sur la restauration hors domicile. Et donc, du coup, on voit aussi une différence significative par rapport à ces réponses-là. En fait, nous, on n'avait pas de focus spécifique dans l'étude sur la restauration hors domicile, donc tout ce qu'on voit, la restauration collective notamment. Donc, ça apparaît pas de la même manière. Et je pense que c'est la manière de poser la question qui fait apparaître des différences. Je pense que c'est plus ça la raison des différences. Dans notre panel, en fait, la question posée était citer parmi la liste suivante les endroits où vous souhaiteriez trouver le plus de produits bio. Et donc, chaque personne devait cocher une ou plusieurs cases sur toute cette liste-là, alors que dans le panel de l'agence bio, la question posée était pour chacun des lieux. C'était écrit souhaitez-vous trouver des produits bio au restaurant? Souhaitez-vous trouver oui, non? Souhaitez-vous trouver des produits bio dans les hôpitaux? Oui, non, etc. Donc il y avait vraiment une question par lieu d'achat, alors que nous, c'était une question qui regroupe les 10 lieux d'achat. Ok, d'accord, c'est clair. Et enfin, j'ai une dernière question par rapport à toute la partie de la fin sur les perspectives de consommation. C'était pas très clair pour moi ce que voulaient dire les données parce que dans le diapo, il y a écrit
enfin, consommation a diminué ou a augmenté, alors que vous disiez que c'était un souhait de consommation pour plus tard, et du coup, ça m'a un petit peu embrouillé. Euh, qu'est-ce qui est, lequel des deux est vraiment juste? En fait, les perspectives, en fait, on a posé des questions sur les intentions futures des consommateurs. Et donc, c'est là qu'en fait, il y a une différence entre les intentions. Et la première partie du webinaire, en fait, on a bien montré l'état des lieux. C'est-à-dire que, et là, en fait, c'était les intentions futures des consommateurs. Donc, c'est pour ça que c'est les intentions futures des consommateurs. Et donc, au cours des 12 derniers mois. Ah oui, c'est 12 derniers mois. En fait, 2024, en fait, comme l'enquête a été faite en avril 2025, les 12 derniers mois, ça repose sur 2024 et une partie de 2025. Et Ok, après, il y a des questions sur les souhaits, en fait. Donc les souhaits, c'est des questions qui sont qui influencent le futur, quoi, du coup. Je sais ok. pas si je suis très clair. Et donc, s'il est écrit là sur les graphiques que ça a diminué, donc ça veut dire que c'est exprimé par rapport à d'anciens souhaits de consommation bio future? Non, parce que nous, on n'a pas, c'est la première fois qu'on fait Oui, oui, c'est l'étude ça. consommation en Bretagne. On n'a pas d'éléments De de comparaison. comparaison comme ce que peut avoir l'agence bio lorsqu'elle compare en fait un baromètre sur l'autre. Nous, on n'a pas l'historique. C'est la première fois qu'on fait une enquête consommateur, donc du coup, on ne peut pas comparer avec des échantillons d'avant et d'autres moments, quoi. Donc là, la question posée était, avez-vous fait évoluer vos achats bio lors des 12 derniers mois? Et donc, c'est de avril 2024 à avril 2025, mais c'est déclaratif, quoi. D'accord. Ok. Ok, très bien, merci. C'était toutes les questions que j'avais. En tout cas, merci pour cette présentation très complète. Merci. Et du coup, on fera une publication aussi de ces données sous forme d'un 4 pages et d'un 8 pages qu'on diffusera avec l'analyse et puis peut-être des graphiques supplémentaires pour compléter la présentation. D'accord. Et puis aussi, si ça vous convient, nous, du coup, dans l'équipe économie de la Chambre, on avait l'intention de publier un article de notre blog AgriEco pour faire un petit peu le compte-rendu de ce webinaire. Donc, si c'est OK pour vous, bien sûr. Oui, oui, bah, Oui. c'est fait pour ça, hein. Ouais, ouais, Très bien. Ah, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Passe au Ouais. témoignage. Donc, s'il n'y a pas de questions, en Ah, fait. si. Ah, si, il y a une main qui se lève. D'accord. Ah, sauf si on pose des questions. Normalement, vous pouvez activer votre micro pour qu'on vous entende. Oui, c'est parfait, vous m'entendez, ouais. Oui. Oui. Du coup, moi, c'est Julien Hervé, donc commercial pour la société Olga. J'avais juste une petite question concernant donc la perception en fait des produits locaux. Du coup, l'étude a montré une certaine appétence pour justement le local. Est-ce qu'on a une idée du coût de la définition du local? Est-ce que c'est régional? Est-ce que c'est dans une limite de kilomètres? On n'avait pas donné, il me semble, de définition du local, mais je pense que c'est régional. Étant donné que Ok, l'étude était axée Bretagne, dans le questionnaire, on retrouve beaucoup le mot région ou le mot Bretagne. Donc au ok, local, je pense. Mais après, il y a un Oui, biais. oui, il y a un biais parce que chaque consommateur euh, n'a pas forcément la même oui. définition du Mm. local. Alors effectivement, il aurait fallu peut-être la poser, la définition. On peut peut-être aussi se poser sur la définition de l'ADEME. En fait, je crois que c'est 120 km dans un rayon de 120 km autour du lieu de résidence. Mais effectivement, en fait, les consommateurs ne mettent pas la même chose derrière le local. Et en fait, on voit aussi des différences d'une région à l'autre, en fait, en termes de consommation locale, en fait.
Et après, les périmètres aussi sont. Il y a des biais aussi, par exemple, qu'on est à Brest ou à Rennes, on n'a pas tout à fait le même rayon. Donc, du coup, ça peut jouer. Mais effectivement, cette question du local, en fait, ça peut être un peu fourre-tout aussi, hein, Ok, parce que merci. le localisme, les produits locaux, c'est pas forcément des produits de qualité. Et Mhm. effectivement, il y a une confusion chez le consommateur souvent, qui fait le lien entre local et qualité, alors qu'en fait, il n'y a pas forcément de corrélation entre les deux, quoi. Merci. Alors, il y a une autre question. Oui, bonjour, bravo pour cette étude, c'est super intéressant. J'ai trois choses. Est-ce que ça sera disponible en replay? Est-ce qu'on aura le diapo? Oui, oui, on a enregistré, donc on enverra un lien replay. Super. Oui. Et une réflexion, j'ai entendu pas mal de témoignages de producteurs qui réduisent leur consommation sur le bio en faveur du local, voire même voilà, mettre le logo AB en tout petit dans un coin pour favoriser le local. Donc ça pose question quand même. Et suite à ça, est-ce que IBB a des projets de communication régionale pour favoriser la consommation bio? Ok, je vais essayer de tenter de répondre à la question. Ah, effectivement, sur certains produits, en fait, plusieurs producteurs ne font pas apparaître le logo AB. On le voit notamment chez les brasseurs, en fait. On voit ça chez les brasseurs. On voit aussi chez les brasseurs aussi des opérateurs qui utilisent des céréales 100% bio, et qui n'utilisent pas de conventionnel, mais qui ne se certifient pas. Bon, j'ai vu ça quelques. Donc, du coup, on les a pas dans les chiffres officiels de l'agence bio, on les a pas, alors qu'on sait qu'ils sont acteurs des filières. Effectivement, c'est des choses qu'on le remarque. Et pour l'ensemble des produits, je pense qu'il y a une différence aussi sur les consommations en milieu urbain et rural. On a vu ça notamment dans les restaurants interadministratifs, avec des parts de produits bio plus importantes en milieu urbain qu'en milieu rural. Et je pense que ça joue en fait sur la typologie des consommateurs selon le lieu de résidence. Et je pense que lorsqu'on est en rural, on fait moins apparaître le logo bio qu'on est en ville. Euh, c'est une explication, une hypothèse d'explication, parce que euh, c'est pas étayé par des chiffres précis. Mais je ne sais pas, peut-être que mes collègues ont des éléments à rajouter sur cette question, parce que une question compliquée qui demande à une réponse complexe aussi, mais ça fait partie des éléments d'explication, mais effectivement, pourtant le logo AB est bien identifié par les consommateurs, c'est le premier logo qu'ils identifient. C'est paradoxal de pas le mettre en avant. Euh, mais c'est vrai qu'il y en a qui vont privilégier là, une communication sur les produits. Je suis un opérateur breton, ou d'un département pour cibler les consommateurs du département en question, quoi. Mais oui, ça se voit. Mm. Mm. Pour compléter, en reprenant un peu les chiffres aussi de l'étude, c'est qu'au moment de la crise du bio, les consommateurs avaient en tête bio égale cher, sans même regarder forcément le prix du produit. Et donc pour les producteurs ou pour les commerçants, afficher bio, ça équivalait à se séparer d'une partie de la clientèle parce que certaines personnes n'y allaient même pas de peur que ce soit trop cher. Et donc, de mettre ce logo en petit ou voire de ne pas communiquer dessus, et communiquer plutôt sur le local, ça permettait de passer aussi cette crise du bio. Mais ce que j'ai entendu plus récemment, c'est que voilà, ça revient. Et donc, en fait, c'était vraiment à cette période-là, 2022, quoi, à peu près. Et pour compléter aussi, oui, et pour compléter, on a des éléments qu'on n'a pas présentés aujourd'hui là.
Parce que l'étude, elle est dense, en fait, mais on a sur la perception des prix, en fait, par les différentes catégories socio-professionnelles ou d'âge, on a des choses assez surprenantes, en fait. Il y en a qui nous disent que les produits bio ont été, en termes d'inflation, ont été plus marqués par l'inflation. Et selon les âges et les catégories socio-professionnelles, on n'a pas les mêmes réponses. Et en fait, on voit qu'il y a une méconnaissance des produits bio, parce qu'en fait, lorsqu'on étudie l'inflation, on a vu que l'inflation, elle a été moins forte sur les produits bio que sur les produits conventionnels. Donc, les prix des produits bio se sont rapprochés des produits conventionnels, ce qui peut expliquer certaines augmentations. Mais dans l'esprit du consommateur, le produit bio est toujours plus cher. Alors que sur certains produits, c'est pas vrai. Dans les légumes, on a vu des légumes quasiment au même prix, la viande quasiment au même prix. En fait, la perception du prix, elle n'est pas forcément en adéquation avec la réalité, en fait. C'est-à-dire que, et donc, du coup, ça peut aussi amener des points sur lesquels où il faudrait qu'on communique plus. C'est vrai que la cherté des produits bio, c'est dans les têtes de tout le monde, alors que c'est pas forcément, sur certains produits, c'est pas forcément vrai, quoi. Alban? Oui, ça me fait penser, est-ce que dans l'étude, il n'y avait pas aussi une question qui portait sur le type de résidence, c'est-à-dire regarder la consommation selon qu'on est urbain, rural, périurbain? Euh, on avait pensé à la mettre. Il me semble qu'on a mis la commune. Donc ça peut permettre de savoir, et il faut retraiter derrière Mm. la commune correspond à... Oui, si c'était ça. On avait mis la commune pour après retraiter derrière, savoir si c'était urbain ou périurbain. Et donc il y a cette donnée-là qu'on pourrait croiser, oui. Mm. Ouais. C'est vrai qu'on a utilisé les données là, départementalisées, mais effectivement, ce serait un élément intéressant à approfondir. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a on peut peut-être prendre une dernière question, s'il y en a une. Non. Eh ben, du coup, oui. Céline, je pense que tu as ton micro ouvert. Donc, du coup, pour avoir un éclairage en fait, du côté des consommateurs par rapport à l'étude qu'on vient de présenter, je vais laisser la parole à Jean-François Deleume, qui représente Eaux-et-Rivières de Bretagne au conseil d'administration d'IBB, pour un peu avoir un peu son point de vue sur les enseignements de cette étude. Donc voilà, Jean-François, je te laisse la main. Merci Goulven et merci Noémie. Donc, Eau et Rivière est adhérent à IBB puisque c'est une association de défense de l'environnement, vous le savez tous, mais aussi de défense des consommateurs et de la consommation générale, comme je dis toujours un petit peu avec humour, pas seulement des consommateurs d'eau. Et donc, nous disposons à Eau et Rivière d'un poste au conseil d'administration d'IBB à ce titre. Donc, ma première réflexion que je vais faire, c'est sur le fait que les consommateurs réguliers de bio en Bretagne étaient majoritairement dans le Finistère. Et c'est sans doute pas un hasard parce que l'offre de bio et de bio produite localement, bah, en Bretagne, c'est dans le Finistère qu'elle est la plus importante, tout simplement parce que le département qui est la plus grande surface agricole utile en bio en Bretagne, c'est le Finistère. Et il me semble également que c'est le département qui a le plus de fermes bio et notamment maraîchères. Donc, l'offre influe certainement sur ce chiffre, enfin c'est ce fait, explique en partie ce fait. Et puis un autre fait, c'est que les Finistériens sont les plus studieux des Bretons, et je ne crois pas que ça ait changé. Bon, peut-être mes chiffres, certains datent de certain temps, mais c'est le département où il y a le plus de gens diplômés du supérieur, et notamment à une époque, c'est le département où il y avait le plus d'agrégés et de gens qui devenaient professeurs d'université. Donc, on relie là et, un autre élément donc, qu'on a retrouvé dans l'étude, c'est le niveau de connaissance et le niveau de formation, et donc le niveau d'études, et qui est
quand même aussi lié aux catégories socio-professionnelles élevées avec les revenus qui vont avec. Mais donc, pour vous, les distributeurs, l'offre locale, pour moi, influe vraiment sur la consommation. Et je vais y venir en revenant sur les motivations des consommateurs. Et donc, en premier, pour les consommateurs de bio, et ça rejoint les éléments que vous montrez, moi, une étude que je suis, bon, vous savez bien pourquoi, pour des raisons essentiellement des questions de santé, qui est l'étude, la cohorte Nutrinet Santé nationale, hein, qui est toujours suivie par Madame Guyot de l'INRAE au niveau national, et avec l'étude interne consacrée au bio, qui était pilotée par Monsieur Denis Léron, le professeur Denis Léron, qui est maintenant en retraite. Donc, BioNutrinet, qui nous a apporté beaucoup d'éléments qui recoupent ce que vous avez donné. Et la première caractéristique des consommateurs bio, c'est le niveau d'éducation, de connaissances et de diplôme. Et pourquoi? Parce que les gens ont intégré les données sanitaires et les plus gros consommateurs bio dans BioNutrinet, et je pense que dans cette étude, par différents paramètres, je pourrais arriver à la même conclusion, c'est ceux qui ont la meilleure diète avec les meilleures qualités, le moins d'erreurs diététiques et qui respectent le mieux le plan national nutrition santé. Et donc, c'est un des critères principaux qui justifie la consommation bio, mais ce niveau d'éducation, ça porte donc sur les raisons liées à la santé, et donc ça, c'est assez largement diffusé, mais je pense qu'il faut qu'on insiste pour diffuser ces données, et notamment dans le monde universitaire, qui n'est pas forcément très informé de toutes ces données sanitaires scientifiques, donc des preuves avec des bénéfices sanitaires très importants, notamment sur les maladies émergentes. Et on a un travail à faire, nous, de ce côté-là, les gens de la bio, mais bon, on a un poste à l'Institut, à l'ITAB, et on est en relation aussi avec la FNAB, les interrégions, les interpro régionales, et nous, IBB, et on va travailler cette question parce que ces données sanitaires ne sont pas suffisamment mises en avant, même si elles sont déterminantes pour la consommation bio, pour les gens qui les possèdent. Alors, ça ne s'arrête pas aux questions de santé, ça va aussi, ça intéresse les questions environnementales. Et ça explique peut-être le fait que ce sont des jeunes qui ont augmenté ou qui veulent augmenter majoritairement leur consommation de bio parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles que les plus vieux, les retraités comme moi, à leur avenir, évidemment, parce qu'il est évidemment plus long que le nôtre. Et les questions liées aux bénéfices de la bio, alors indiscutables, prouvées, il y a toutes les études, vous les connaissez comme moi, notamment l'ITAB a fait une publication l'année dernière très intéressante qui a quantifié ça sur la biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Et la jeunesse est très sensible à ça et se dirige vers le bio et le local pour cette raison. Donc, le critère local et donc de saison et les bénéfices environnementaux est très important pour les gens qui ont le meilleur niveau de connaissance de ces problèmes-là et qui est souvent lié également au niveau de qualification et de diplôme. Donc, le premier critère vraiment pour moi de l'évolution, et c'est quand même admis, je crois, par tous les spécialistes, c'est vraiment le niveau d'éducation des gens, la connaissance des bénéfices sanitaires et aussi environnementaux, et notamment dans la jeunesse. Les questions de revenus et de prix, on voit que c'est un petit peu mixte, même si bon, ça joue un rôle indiscutablement, mais c'est pas ce qui est le plus déterminant. Sauf peut-être pour ceux qui consomment le moins de bio, qui bon, sont malheureusement pour eux les gens qui ont le niveau de connaissance et d'éducation dans toutes les études le moins élevé, le niveau de diplôme le moins élevé, mais aussi le moins de revenus et qui sont les plus précaires dans la société. Donc, qui font partie de proportions extrêmement élevées de personnes qui sont au-dessous du seuil de pauvreté chez nous et qui vont globalement, je regardais les caractérisations qu'on avait fait dans l'étude Nutrinet Santé, ces gens-là vont essentiellement consommer pour des raisons de prix dans le hard discount et consomment énormément de produits ultra transformés qui sont à l'origine des problèmes de santé et qui sont dont les pourcentages les plus élevés, hein, diabète et autres, obésité, sont dans ces catégories de population. Mais donc,
Vraiment, pour moi, c'est déterminant. Et les questions de revenus et du prix est secondaire. Et en plus, elle est maltraitée. Parce que quand on achète bio, il faut vraiment intégrer, et les gens qui en achètent le plus le savent, ce sont des produits qui ont des qualités nutritionnelles qui diffèrent, non seulement parce qu'ils n'ont pas les contaminants, pesticides, nitrates, métaux lourds en aussi grande quantité, mais surtout parce qu'ils possèdent des nutriments très intéressant et bénéfique pour la santé. Pour les produits animaux, c'est les oméga 3. Pour les produits végétaux, c'est les antioxydants et les vitamines et les minéraux qui sont, et donc il y a des études nutritionnelles qui le prouvent, en plus grande quantité et qui expliquent les bénéfices sanitaires. Donc, on n'achète pas la même chose d'une part, mais ça, c'est technique, c'est compliqué, ça passe pas forcément facilement la rampe. Il y a un autre élément qui est plus facile à faire passer parce qu'il touche le panier. Le panier bio, comment, c'est pas le même type de produit que dans le panier conventionnel. Et en particulier, il y a beaucoup moins de produits animaux et de viande qui sont les plus chers sur le marché. Il y a beaucoup plus de produits végétaux. Et donc moi qui suis un gros consommateur bio, hein, j'ai plus de la moitié de mon panier, bien au-delà, qui est bio. Et quand j'achète mes lentilles, elles valent, même si sont en magasin spécialisé, 5 euros. Quand je prends un rôti de bœuf ou enfin de la viande, je suis au-delà de 30, entre 30 et 40 euros le kilo. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et les consommateurs bio, bon, qui ont des connaissances un peu nutritionnelles, consomment beaucoup plus de fruits et légumes et de végétaux, et c'est pas ce qui est le plus cher dans le panier. Donc, la composition du panier intervient également, et là, le prix du panier baisse beaucoup parce que la part du végétal, lorsqu'on respecte les recommandations sanitaires du PNNS, eh bien, est beaucoup plus importante. Et je vais peut-être terminer par ça, bon, si je ne suis pas trop long. Et j'aime rappeler une recommandation du Plan national nutrition santé, hein, qui a été faite, établie par le Haut Conseil, le Conseil supérieur à la santé, euh, le Haut Conseil supérieur à la santé, oui, qui en 2018 a dit, dans ses recommandations, donc qui sont maintenant intégrées au Plan national nutrition santé, 100% des Français devraient consommer chaque semaine au moins 20% de leurs fruits, légumes, céréales et légumineuses issus de l'agriculture biologique. Donc 100% des Français et au moins le cinquième de leurs produits végétaux en clair devraient être bio pour des raisons sanitaires. Et ça, c'est absolument pas diffusé. Et, moi, je viens du monde des professionnels de la santé. Mes collègues, la plupart ignorent ça. Donc, on a vraiment beaucoup de données scientifiques et sanitaires et nutritionnelles et qui ne sont pas suffisamment diffusées auprès du grand public, même si il y a beaucoup de gens qui sont capables de comprendre ces données et de les intégrer dans leurs décisions de consommation. Merci Jean-François. Donc du coup, c'est le mot de la fin. Et juste pour les rendez-vous futurs avec Interbio Bretagne, on a quelques éléments à vous partager. Donc du coup, on a le salon ProBio West qui aura lieu le 18 juin à Carquefou dans le 44. On a l'Assemblée générale de IBB qui est prévue le 29 mai à Saint-Jacques. Et pour les suites de cette étude, en fait, il y aura donc du coup une publication qui sera réalisée. Et il y aura également, on a proposé au magazine Biolinéaire de faire un article de synthèse dans le prochain numéro, donc janvier et décembre, qui va présenter la synthèse de l'étude. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut en prendre une ou deux encore. On va s'arrêter là, mais sinon on va, oui, on va s'arrêter. On est dans le timing. Merci à tous pour votre participation. Et donc, le webinaire a été enregistré pour les personnes inscrites qui n'ont pas pu venir ou celles qui nous l'ont demandé. Donc, du coup, il sera disponible sur demande. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je m'en perds.